Mesdames, Messieurs, bienvenue sur ce plateau de Regard sur le Monde avec une réserve des terres arables estimée à 5,2 millions d'hectares et un climat favorable à l'activité agricole dont la pluviométrie varie entre 1450 et 4000 mm. Le Gabon dispose assurément d'atouts naturels très considérables pour développer son agriculture. Mais hélas, sa très faible contribution au PIB, 3,8%, n'a pas bougé depuis plusieurs décennies. À peine 0,7% du budget de l'État est investi dans l'agriculture qui emploie 40% de la population rurale du Gabon. Le secteur est dominé par de petites exploitations familiales fixées à 70 000 environ et très souvent gérées par des personnes âgées, les jeunes, la force de travail ayant émigré vers des sites d'exploitation pétroliers et miniers à la recherche des lendemains meilleurs. Ces petites exploitations familiales, leur taille ne dépasse pas souvent 0,20 hectares. Des facteurs de production presque inexistants et qui donc induisent des conséquences fâcheuses sur le décollage de l'agriculture. Dans ces conditions, la production agricole locale ne peut pas couvrir l'ensemble des besoins des populations, contraignant ainsi l'État à importer 60% environ de ces produits, de ces denrées alimentaires de base. Et c'est une sacrée enveloppe de dépenses qui se chiffre en termes de centaines de milliards que l'État consent pour cette importation. Et la situation n'a pas beaucoup changé jusqu'à ce jour. Alors, sur ce plateau, nous allons aborder la question de l'agriculture gabonaise, un regard dans le rétroviseur et surtout quel avenir. Et j'ai pour invité le professeur Pamphile Nguema Ondoutoumou, maître de conférences en sciences agronomiques et ingénierie biologique, enseignant-chercheur des universités, chef du département agronomique général à l'Institut de recherche agronomique et forestière, IRAF, rattaché au CNRS Gabon. Professeur, soyez les bienvenus sur ce plateau de Regard sur le Monde. Merci pour l'invitation sur ce plateau. Effectivement, c'est un honneur pour moi de donner ma modeste contribution au rappel de ce qu'a été notre agriculture depuis les années des indépendances jusqu'à ce jour et de donner un regard futuriste sur ce que devrait être la vraie agriculture du Gabon dans les années à venir. Merci, madame. OK. Alors, la tradition d'un regard sur le monde veut que, à l'entame de l'émission, nous suivions un document qui nous ramène justement tout au long du processus historique qu'a suivi l'évolution de notre agriculture. Et puis bien, on revient sur ce plateau pour le débat. Donc, si vous êtes prêts, nous allons donc suivre ce document que j'ai essayé de réaliser. Tout à fait.
Pour bien cerner les contours d'une agriculture gabonaise en panne, force est de revisiter son processus historique à travers les différentes périodes de son activité. Avant les années 70, notre agriculture est fondamentalement paysanne, donc son mode de fonctionnement est essentiellement orienté vers l'autoconsommation. Seul un infime surplus est destiné à la commercialisation, en particulier les produits vivriers tels que la banane, les tubercules de manioc, le bâton de manioc, la canne à sucre, l'igname, le taro, l'arachide et le maïs. Au cours de cette période, seules les cultures de rente, cacao et café connaissent la vente d'envergure. L'histoire nous apprend que les gains financiers issus de cette vente permettaient aux familles gabonaises de subvenir à leurs besoins. Deux raisons principales expliquent cette situation remarquable. D'abord, l'agriculture, principale activité en milieu rural, ravitaille les villes et ensuite, la cacao-culture et la caféiculture assurent l'essor social et économique, voire l'indépendance économique des populations rurales concernées. L'autonomisation économique des femmes était également garantie. Les années 70-90 constituent la seconde période caractérisée par l'importance de la prépondérance de l'exploitation minière et pétrolière, cause de plusieurs phénomènes qui freinent le développement agricole. Les jeunes forces de travail capitales pour la cacao-culture et la caféiculture émigrent vers les sites d'exploitation minière et pétrolière, ce qui signifie abandon des pratiques culturelles débouchant inéluctablement sur la rareté des denrées vivrières ou alimentaires. En effet, le départ de la population potentiellement active entraîne ipso facto la diminution de la force de travail qui est un facteur de production importante dans l'agriculture. L'activité agricole, en effet, repose sur trois facteurs clés. Primo, le foncier, c'est-à-dire la terre. Secondo, le travail, entendu la main-d'œuvre ou les moyens humains. Et tertieux, le capital ou les moyens financiers et techniques. À cela s'ajoute l'énergie mentale nécessaire qu'on développe pour une combinaison optimale des trois premiers facteurs. Il s'agit de la gestion, donc le management. La période des années 70-90 est aussi caractérisée par la mise en œuvre de grands projets agro-industriels tels que Socio, SIAB, AgroGabon, Evegab, etc. Malheureusement, pour deux raisons fondamentales, les résultats de ces grands complexes agro-industriels sont restés mitigés. D'abord, les règles d'orthodoxie financière dans la gestion des projets ont failli sur l'autel de la corruption outrancière et la gabegie érigée au rang de méthode de gouvernance économique par les leaders politiques et autres super DG. L'autre grande raison se situe au niveau des plans d'ajustement structurel imposés aux pays africains par les institutions de Bretton Woods, donc FMI, Banque mondiale. La résultante des passes est la privatisation en série de ces sociétés avec pour conséquence majeure l'abandon et le mépris total du volet social des agents livrés à leur triste sort, une vraie cocotte minute déstabilisatrice de l'équilibre et de la paix sociale dans un État. La période des années 90 à 2010 est marquée par deux phases. Premièrement, le redéploiement de l'État auprès des partenaires techniques et financiers, la BAD, BDAC, FIDA, AFD, l'OCIRAD. Les résultats de toutes ces coopérations n'ont pas hissé le Gabon au rang de grand pays agricole dans le monde. Le Gabon est resté toujours embryonnaire dans son activité agricole. Deuxièmement, l'abandon généralisé des paysans par l'État vis-à-vis des cultures pérennes telles que le cacao et le caféier, ce qui explique que le Gabon n'est pas toujours en mesure de remplir son quota de vente sur le marché mondial du cacao-café. Quant à la dernière période 2010-2023, trois faits majeurs la caractérisent. L'État n'est pas encore sorti de sa léthargie par rapport au développement agricole. On le remarque par la faible participation de l'État dans le budget d'investissement agricole et par ricochet la contribution minime de l'agriculture au PIB, 3,8% seulement. Par ailleurs, il est fort de constater l'émergence des initiatives individuelles de création d'exploitations agricoles par les nationaux, quel que soit leur rang social. Le projet La route du cacao exécuté sur les terres de Biboulou,
entre Ndjolé et Mindik constitue une illustration exemplaire. Vivement que l'État encadre et accompagne ses bonnes volontés, prenant conscience de sa torpeur en matière de développement agricole et voulant y apporter des solutions idoines, l'État a lancé le projet Graines, l'Assotrader. Là encore, ce sont des échecs cuisants. Alors, professeur, vous venez donc de suivre ce document à travers lequel j'ai essayé de retracer un peu le processus historique de l'évolution de l'agriculture gabonaise. Alors, vous qui êtes un pratiquant, un expert du domaine, alors comment réagissez-vous rapidement avant de venir en profondeur dans le débat? Merci, madame. Je pense que vous avez vraiment balayé tout ce qui concerne l'agriculture au Gabon depuis les années d'indépendance jusqu'à maintenant, parce que vous avez bien saucissonné l'OTAN et puis caractérisé chaque période par des faits marquants. Ça, c'est la première chose que je vais dire, et j'admire d'ailleurs votre professionnalisme quant à ce travail, je m'en doute bien, laborieux que vous avez effectué. Très laborieux. C'est des nuits blanches de recherche, de lecture et de résumé. Je m'en doute bien, puisque moi qui lis beaucoup aussi, dans le domaine agricole, je retrouve des éléments pertinents et que tout le monde peut voir effectivement qu'il y a des sources réelles et fondées concernant certaines données et des chiffres que vous avez avancés dans ce document. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que c'est un peu la fin du reportage de tout à l'heure. C'est la présence quand même des plus hautes autorités du pays, dont le président de la transition et puis son premier ministre sur le terrain, et qui constate vraiment l'échec cuisant, comme vous l'avez dit, des dernières tentatives d'intervention dans le domaine agricole au Gabon pour pouvoir donner un essor quelque peu reluisant à cette agriculture-là. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, nous allons donc rentrer en profondeur dans le débat maintenant. Dans le document, comme vous le dites, en balayant les différentes périodes et les faits marquants de ces séquences, alors j'aborde en même temps les handicaps, les faiblesses. Alors, vous, ce que je souhaite sur ce plateau, c'est que vous nous expliquiez avec force et détail ces handicaps et ces faiblesses qui freinent le décollage de l'agriculture gabonaise. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, puisque vous êtes l'expert du domaine? Alors, j'ai vu qu'effectivement, vous avez donné les atouts du Gabon en matière d'agriculture, notamment par rapport à son sol, à ses terres, à la pluviométrie, donc le climat, donc des facteurs très intéressants, des atouts. Et justement, il n'y a pas que des atouts. Malheureusement, il y a des faiblesses et des handicaps. Beaucoup. Et au nombre de ces faiblesses, nous retiendrons essentiellement trois, dont la première concerne en fait la démographie faible du Gabon. Le Gabon qui a à peine 2,3 millions d'habitants en 2023, et ça, à comparer avec plus de 5 millions d'hectares de terres arables au Gabon, on ne peut pas les exploiter avec cette population. Et d'autant plus que cette population n'est pas totalement dévouée à l'agriculture. Et cette population, cette démographie, comparée aux pays voisins comme le Cameroun, la RDC et ainsi de suite, ne représente rien du tout. Donc ça, c'est l'une des premières faiblesses et grosses faiblesses du Gabon. La preuve, ceux qui ont la chance de voyager en avion à l'intérieur ou partant du Gabon ou entrant au Gabon, ils voient effectivement de nombreux espaces verts qui composent donc les terres arables du Gabon et se demandent toujours pourquoi ce n'est pas exploité. Mais on a une faiblesse, c'est la faible démographie. Ça, c'est un gros problème. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est en fait, vous l'avez abordé brièvement dans votre reportage, c'est que les salaires en milieu urbain sont différents des salaires en milieu rural. C'est-à-dire, ça veut dire que les salaires sont plus attractifs en milieu urbain. Et évidemment, les jeunes ont tendance à partir du milieu rural pour le milieu urbain, à la recherche donc des salaires qui sont plus valorisants et qui leur permettent de mener une vie beaucoup plus décente. Donc, il faut qu'on arrive tôt ou tard à faire que des salaires en milieu rural soient plus ou moins concurrentiels des salaires urbains, pour que l'on puisse bien fixer les jeunes et leur permettre de mener la même vie que leurs frères et compatriotes qui sont en ville.
La troisième chose essentielle, c'est que si vous vous rappelez bien, à l'époque où il existait une activité cacaoyère importante dans le pays, notamment basée à Oyem, Bitam et Mivoul, il existait des pistes cacaoyères. Oui. C'est l'infrastructure routière. Un pays sans infrastructure routière, comment va-t-il se développer en agriculture? Comment va-t-on amener des intrants dans les endroits reculés pour pouvoir cultiver? Et comment va-t-on sortir la production de ces endroits-là pour la commercialiser? Ça pose tout un tas de problèmes. Alors, la composante infrastructurelle est très importante et notamment des infrastructures routières. Il faut que l'État se déploie à les remettre en état pour permettre aux agriculteurs de disposer des intrants qu'ils veulent de la ville et d'apporter leur production du milieu de production vers les centres de commercialisation. Voilà ce qui constitue essentiellement les faiblesses et handicaps de notre agriculture en ce moment. Alors, OK. Vous avez relevé la faible démographie, OK. Vous avez également relevé aussi le problème infrastructurel. Alors, selon vous, comment l'État peut pallier justement à ces facteurs qui freinent le développement de l'agriculture? La faible démographie, comment on fait? Parce que si elle constitue véritablement le frein, l'un des grands freins, comment on peut sortir de là? Est-ce qu'il y a moyen de sortir de là? Alors, on peut toujours réfléchir et puis trouver des solutions, des pistes de solutions. La démographie. Je vais vous rappeler quelque chose, ça va peut-être vous étonner un peu. Lorsqu'en 92, au Cameroun, le président Paul Biya bascule le système de travail en journée continue. En fait, la dernière partie de la journée était consacrée aux activités agricoles pour tout le monde, les fonctionnaires, et les étudiants, les élèves, les gens qui travaillent dans le privé, afin que chacun ait au moins un potager derrière sa maison. Alors, nous, ici, nous avons plus ou moins copié cet exemple de basculer en travail en journée continue. Mais pour faire quoi de nos après-midi? Sans optimiser ce temps-là. Sans optimiser ce temps-là. Effectivement, on n'a pas les mêmes résultats. Or, si on pouvait contraindre ou conseiller les uns et les autres d'avoir une activité minimale de potager pour que derrière votre case, vous puissiez récolter la culture la plus facile qui est l'amarante, le fameux folon, oui, ou alors une tomate avec un petit bouquet d'oseille ou de citronnelle, ainsi de suite. Ce serait déjà quelque chose, ce serait une contribution. Les aubergines. Imaginez que 1 millier de ménages à Libreville fassent cet exercice-là. Ça va plus ou moins relever le niveau de production. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut intéresser les jeunes à l'agriculture pour pouvoir combler le manque en termes de démographie. Les intéresser à l'agriculture, je vous apporterai des éléments. Les fixer, en fait. Oui, il faut les fixer. Il faut une agriculture sédentaire, oui, et non nomade. Bon, ça, c'est dans la technique, je vais vous l'expliquer dans la suite de notre entretien, et vous dire comment, en fait, faciliter et inciter la production agricole au Gabon. C'est dommage parce qu'il y a quelques années, l'État a prôné le retour au village, à la terre. Mais c'est dommage que ça soit seulement resté au niveau de simples slogans politiques. On n'a jamais vu les accompagnements qui pouvaient effectivement ramener les populations vers les villages et surtout fixer ces jeunes qui ont quitté le village pour aller vers les sites d'exploitation de pétrole, des mines, à la recherche d'une meilleure vie. C'est resté simplement des slogans politiques. Alors, effectivement, on a un gros souci, c'est que la politique agricole du Gabon a souvent opté pour des choix qui ne sont pas très pertinents dans l'ensemble. Et ça fait d'ailleurs que, vous l'avez dit dans le document, ça fait d'ailleurs qu'on voit que la part du budget de l'État alloué à l'agriculture, quand je dis agriculture, c'est de façon globale. C'est le secteur agricole, c'est dans la formation, c'est dans la recherche, et c'est dans la production même, dans le domaine agricole. Cette part du budget alloué par l'État est très faible, comparée aux autres pays. Et ça, nous qui avons passé des conventions, des contrats et autres avec des pays étrangers dans la sous-région, au niveau international, et ainsi de suite, on n'arrive pas à honorer l'engagement qui a été pris dans le protocole de Maputo,
qui exige que l'État alloue au moins 10% du budget annuel à l'agriculture. C'est 0,7%. Hein? C'est regrettable, vous voyez donc le rapport. Oui. C'est-à-dire c'est au moins 10 fois moins. Oui. Et ça, c'est insuffisant. Comment va-t-on atteindre la croissance agricole avec des moyens aussi faibles? Dérisoires. Alors que l'on vise une croissance de 6%, selon toujours le protocole Elle est à de Maputo, 3,7%. c'est regrettable. Et une fois encore, on a la déclaration de Malabo qui est venue renforcer effectivement celle de Maputo, qui exige que l'agriculture soit vraiment mise au titre des priorités dans les politiques économiques des pays de la sous-région. Et cela pour éradiquer la faim dans la zone CEMAC en 2025. Mais 2025, ce n'est plus loin. C'est demain 2025. Et le Gabon, on n'arrive pas à s'arrimer à ce nouvel objectif. Voilà un peu. Alors, vous l'avez dit encore, je vais le reprendre pour vous dire que on a eu un gros souci quand même dans tout ce que vous avez cité comme exploitation ou complexe agro-industriel. C'était l'absence de gestion, une gestion absent d'orthodoxie. D'orthodoxie, les règles voilà, de gestion financière. Parce qu'il y a eu la gabégie, il y a eu des détournements. Un détournement, bon, écoutez, ce n'est pas nécessairement du vol, il faut qu'on explique peut-être ça à tout le monde. C'est quoi un détournement? Un détournement, c'est utiliser quelque chose pour un objet pour lequel la chose n'est pas destinée. Si par exemple vous avez un budget que vous devez exécuter pour la production de maïs et que vous l'utilisez pour autre chose, vous détournez l'argent de ce que doit faire cet argent-là. Ça, c'est un détournement aussi. En fait, c'est surtout ça. En dehors de ça, bon, ben, évidemment, il y a eu certainement des vols. Oui, mais on connaît qui a fait quoi, on connaît qui a été où. D'accord. Alors, mais c'est fait à dessein lorsqu'on dévie la ligne budgétaire consacrée à un objet précis, on dévie cette ligne pour servir d'autres fins. C'est fait à dessein. C'est monnaie courante au Gabon. C'est fait à dessein. On sait que ça atterrit toujours dans des trésors, dans des maisons. Et ça fait l'un des gros problèmes de l'agriculture aujourd'hui, puisque on sait très bien que l'agriculture au Gabon est pratiquée dans des bureaux climatisés par des personnes cravatées. Ça ne se passe pas aussi comme ça. Le plus gros, c'est sur le terrain. Effectivement, c'est regrettable. Bon, moi, je vais donner un avis de technicien, bien sûr, mais pas de politique. Moi, en tant que technicien agricole, il y a une chose fondamentale qu'il faut retenir, c'est que l'agriculture, c'est un métier. Et comme tout métier, il faut un apprentissage. Il ne faut pas faire l'agriculture, soit parce qu'on n'a pas été à l'école, on n'a pas réussi à l'école, ou alors parce que justement, on a gagné beaucoup d'argent, on ne sait pas trop comment, on a gagné au loto, au PMG ou ailleurs, je ne sais pas trop. Ah non, non, non. L'agriculture, c'est un métier, et comme tout métier, ça s'apprend. Ou parce qu'on a crevé le budget de l'État, et puis bon, voilà. Il faut aimer ce métier que l'on pratique. C'est pourquoi, à chaque étape, à chaque acteur, on doit apporter des rudiments nécessaires pour se faire sien tout ce qui est relatif à l'agriculture. Mm-hmm. Mais quand même, nous importons, le Gabon importe les denrées alimentaires et l'enveloppe se chiffre en termes de milliards. Vous savez, vous connaissez, vous avez certainement le chiffre exact. Alors, pourquoi consentir autant d'argent à importer plutôt que de l'injecter dans le développement agricole? J'entends développement agricole, la formation telle que vous venez l'indiquer, des accompagnements, des mesures d'accompagnement pour intéresser les jeunes au métier de la terre, bon, etc. Pourquoi consentir autant d'argent qui peuvent effectivement nous servir sur place et à l'envoyer à l'étranger à l'extérieur, pour acheter et payer des denrées alimentaires? Ça ne s'explique pas, ça ne se comprend même pas. Oui, en réalité, il faut chercher à l'expliquer et à comprendre. La première chose sur laquelle je veux intervenir, c'est que les importations des produits alimentaires sont pratiquées presque dans tous les pays.
parce qu'aucun pays ne produit tout ce qu'il consomme. Si je vous prends le cas du porc, le porc est élevé en Belgique, le BBB belge est élevé en Belgique, il est abattu en Hollande, il est dépecé en Hongrie et il est expédié en Afrique depuis l'Espagne. Ça, c'est la première chose. Donc, il est tout à fait normal que l'on importe. Mais j'entends votre cri, c'est que le niveau d'importation est trop élevé. C'est 60%. Et je suis tout à fait d'accord avec ce prix. Je me rappelle que au premier trimestre de l'année 2023, on était déjà à près de 200 milliards d'importations de denrées alimentaires. C'est énorme. Si on suppose que c'est ça la moyenne et qu'on multiplie par les 4 trimestres de l'année, vous voyez le chiffre que ça fait? Effectivement, on n'a pas réussi à orienter l'argent de façon efficace pour le développement agricole. Cela tient à deux choses. La première chose, c'est que nous n'avons pas pu orienter de façon correcte les ressources financières glanées dans les rentes pétrolières et minières. Ces ressources énormes auraient pu faciliter la création des exploitations agricoles à tous les niveaux, au niveau paysan, au niveau PME, petite et moyenne entreprise, et au niveau grande exploitation étatique ou para-étatique. PMI aussi. Mais nous n'avons PMI aussi, mais nous n'avons pas pu le faire. Ça, c'est tout à fait regrettable. Mais pourquoi nous ne l'avons pas? Qu'est-ce qui bloque? C'est ce qu'on a envie de comprendre. En fait, c'est la vision, je l'ai dit. C'est oui. une absence de vision de politique agricole. Une vision qui n'est pas stratégique. C'est-à-dire que l'on se contente de l'immédiat, de ce qui est disponible, sans avoir une vue prospective qui vous envoie beaucoup plus loin dans les années à venir. D'accord. Parce que la question qu'il faut se poser, c'est que si jamais nous restons dans cet état, que seront nos enfants et nos petits-enfants dans 10, 15, 20 ou 30 ans? Il va falloir regarder loin et puis prendre les dispositions qu'il faut pour que l'on puisse produire suffisamment dans votre pays. Donc, je récapitule et je conclue en disant que l'utilisation des ressources financières issues du pétrole et des mines n'a pas été judicieuse. Bien sûr. Ça a été orienté ailleurs, plutôt que vers l'agriculture. Il y a eu en profiter. Il n'y a eu aucune planification, en fait. Et les économistes vous diront que, effectivement, pour qu'un pays se développe, la base, c'est le secteur primaire. C'est pourquoi on les a classés comme ça. Et dans le secteur primaire, on retrouve justement l'agriculture, le bois, la forêt, ainsi de suite. Et c'est après qu'on parlera d'industrialisation au secteur secondaire. Et puis, au secteur tertiaire, on sera dans les services, ainsi de suite. Mais si jamais on est en train de bafouer l'agriculture, le secteur primaire. Rassurez-vous, madame, qu'on n'aura rien dans les deux autres secteurs. Hein. C'est regrettable parce que dans les années 90, l'ancien Premier ministre Feu Casimir Oyemba faisait effectivement la proposition au gouvernement en disant il était à l'époque Premier ministre. Et puis, il revenait effectivement du Cameroun, où un pays agricole, où il a vécu longtemps. Il faisait la proposition, il avait dit au président Omar Bongo Ondimba, Monsieur le Président, développons l'agriculture. J'entends, pendant 25 ans, serrons la ceinture et investissons dans le développement du secteur agricole, de sorte que tous ces milliards que nous utilisons pour importer les denrées alimentaires servent justement à développer le secteur et au bout de 25 ans, on pourra assurer notre autoconsommation. Alors, on a estimé qu'il jouait les Blancs. Et puis finalement, non, je pense qu'il a été visionnaire. Mais il avait la vision, justement. Effectivement, aujourd'hui, on est à combien là, près de 33 ans de cela. On serait loin. Et la situation s'empire. La situation s'empire. Et c'est même empiré encore avec les 14 dernières années. Il avait effectivement raison. Voilà. Alors, donc, si vous avez terminé? Alors, j'ai une autre question plus ou moins pertinente. Finalement, quelle est la place que la formation et la recherche agronomique, quelle est la place que la formation et la recherche agronomique occupent finalement dans le budget de l'État pour pouvoir assurer de façon efficace et efficiente à l'autosuffisance alimentaire? Est-ce que vraiment ça a une place importante? Est-ce qu'on tient vraiment compte de ça? Alors, la place occupée par la recherche et la formation agricole dans le budget de l'État, je suis au regret de vous le dire, est vraiment insignifiante.
insignifiante déjà au niveau national parce qu'on ne voit aucun effet, il n'y a pas grand-chose, et d'année en année, ça va en diminuant. Et insignifiante également par rapport aux pays voisins auxquels on a toujours tendance à se comparer, qui allouent des moyens colossaux pour la recherche et pour la formation dans le domaine agricole. Et je vais quand même rappeler sur ce plateau que la recherche agricole est très importante. Les différents booms qu'il y a eu par le passé, les différentes révolutions vertes qu'il y a eu, ont été des résultats de la recherche agricole. La mécanisation. Lorsque la mécanisation est venue pour booster la production, c'est parce qu'on a fait des recherches dessus, pour fabriquer des machines, pour fabriquer des engins, des équipements, du matériel utile pour booster la production. Au jour d'aujourd'hui, nous assistons aux biotechnologies. Les plantes qui ne peuvent pas se croiser pour donner une nouvelle plante, on peut le faire grâce aux biotechnologies. Ça, c'est une autre révolution. Et c'est la recherche qui fait cela. Tant qu'on ne finance pas la recherche, soyez-en sûrs, la production ne suivra pas. Il faut la recherche, par la recherche. Et pour la recherche, il faut la formation également de façon empirique, pratique aussi, parce qu'il faut intégrer les paysans. Voilà, il faut les cultivateurs. Il faut l'encadrement de tout ce monde, de tous les acteurs. Et là, l'État a beaucoup failli sur ce plan-là. Vous avez vu le peu de temps, bon, ça n'a pas beaucoup duré dans l'espace de la vie d'un humain, lorsque il existait des encadreurs de la SONADECI à l'époque, Société nationale de développement des cultures industrielles. Mais ça a été détruit par des anciens ministres de l'agriculture. C'est regrettable quand même. Il y avait des encadreurs, je donne vraiment un point de vue technique, et lorsqu'il y a un encadreur, effectivement, il va guider, il va conseiller, il va encadrer, orienter le paysan vers des bonnes pratiques agricoles pour une meilleure production. Là encore, excusez-moi madame, au Cameroun, dans chaque village, il existe ce qu'on appelle un AVV, un agent de vulgarisation rurale. C'est lui qui fait la transmission entre le ministère de l'Agriculture et le paysan. Et ça existait au Gabon dans les années, après les années 60, ça a disparu justement. Et mon inquiétude, c'est comment un ministre de la République, un ministre de l'Agriculture peut prendre la décision de dissoudre totalement une telle structure, qu'on l'a vu en Toum, par exemple, Siam, et qui était en parfaite collaboration avec la SONADECI et tout. On a vu des ministres qui ont pris des décisions pour détruire. Vous vous rendez compte? Ça veut dire effectivement qu'il n'y a aucune vision pour développer ce secteur. Est-ce que le budget qu'on utilise pour importer les aliments, les denrées alimentaires sert aussi à aller dans les poches? Parce que finalement, on est en droit de le croire. On est en droit de le croire. En réalité, la situation que nous avons, par exemple, vue en Toum la dernière fois, où le président est passé, le Premier ministre est passé. J'en viens. J'en viens. Parce que justement, ma question est la suivante. La léthargie de l'État dans le secteur agricole s'illustre davantage par des échecs cuisants, comme je le disais à la fin du document. Parce que on a vu les projets agro-industriels tels que Graines, plus récemment, tels que Graines, Sotrader. Voilà. Vous vous rendez compte? Comme nous l'avons vu dans le document, le président est allé sur les lieux. Qu'est-ce qui peut justifier l'échec, le gâchis d'une telle belle affaire? Et là, ce sont les membres du gouvernement responsables, justement, qui avaient la gestion de ces structures, de ces programmes, qui sont à l'origine, justement, de ces échecs. Malheureusement, comment l'État va s'y prendre maintenant, aujourd'hui, pour sortir de cette situation, si jamais au prochain programme, par exemple, au prochain projet agro-industriel, comment l'État doit s'y prendre pour sortir de là, pour qu'on ne se retrouve plus devant une Sotrader dans les herbes avec tout le gâchis de matériel qui se chiffre en termes de milliards, qui se retrouve dans les herbes. Comment on fait dans ces conditions? D'abord, je suis très content de savoir que le président et puis son premier ministre sont passés sur le terrain pour constater cette situation désolante, totalement désolante. Et dès l'instant où ces premières autorités de la République passent sur le terrain, nous nous attendons à des actions, ou à des actes qui vont être pris sans faute pour redresser un certain nombre de choses. Mais concernant le futur programme
de l'État ou du gouvernement, je pense qu'il est important de promouvoir l'agriculture paysanne. Parce que l'agriculture paysanne dispose de plusieurs avantages. C'est vrai que l'agriculture industrielle est bonne aussi, intéressante, mais il vaut mieux aller promouvoir l'agriculture paysanne. Pourquoi? Parce qu'elle permet de créer des emplois. Elle permet d'augmenter les revenus des paysans. Elle permet d'améliorer le mode de vie des paysans. Elle permet d'autonomiser même les paysans. Et je pense que c'est l'orientation que doit vraiment avoir l'État. Prioriser l'agriculture paysanne sans pour autant négliger des grands complexes ou des grands projets. L'agro-industriel, sans pourtant le négliger. Mais lorsqu'on met ces complexes agro-industriels en place, là, il faut mettre des garde-fous. Les garde-fous doivent être mis en place pour permettre de suivre la gestion au quotidien de ces entreprises, de ces complexes. Et autre chose, il faut mettre, comme on le dit dans la rue, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Un agronome, parce que nous avons déjà au Gabon une masse critique de spécialistes dans le domaine agricole. On peut trouver des personnes dedans. Et passer par exemple pour les recrutements des directeurs généraux de ce genre de complexe, passer par des appels à candidature tels que nos amis du ministère de l'économie l'ont fait pour la désignation d'un directeur général des douanes ou des impôts, et qui a passé l'entretien. On a essayé de regarder les CV. Contrats d'objectifs et de performance. Avec des contrats d'objectifs et de performance, pour qu'on arrive à dénicher, à détecter les personnes ressources qu'il faut vraiment, et les talents qui peuvent donner un coup de fouet important au développement agricole du pays. Donc, c'est ce que doit faire l'État, à mon avis. Et il y a une autre composante, c'est très technique ce que je vais vous dire, dont il faut que l'État tienne compte. Il s'agit du contexte du changement climatique. Il s'agit Nous sommes dans un contexte de changement climatique. Et nous travaillons avec le vivant en agriculture, que ce soit la production végétale ou la production animale. Les animaux sont des vivants, les végétaux sont des vivants. Bien sûr, les êtres vivants. Les êtres vivants. Et nous avons des paramètres autour de tout ça que nous ne contrôlons pas. Il y a le climat qui change, justement, et puis il y a le sol. Il faut que dans les prochains projets de l'État, que l'on tienne compte de cette donne importante. De ces paramètres. De ces paramètres. Et de plus en plus, nous nous orientons vers ce qu'on appelle une agriculture climato-intelligente. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut anticiper sur les impacts négatifs que pourrait avoir le climat sur votre activité. Ah oui, tel que ça se pratique au Kenya avec la culture du haricot. Voilà, oui. Voilà, au Kenya. Oui. Et comme vous parlez, ils ont réussi. Vous parlez du Kenya, je vais quand même vous dire un mot aussi au Kenya. Bien sûr. Par exemple, le marché de la banane au Kenya. Au jour d'aujourd'hui, ce marché se fait sur les smartphones. Et c'est là où on confronte l'offre et la demande. Et le prix se forme là. Ce qui fait que le paysan au Kenya aujourd'hui sait à quel moment vendre sa banane au meilleur prix pour en tirer un meilleur profit. Effectivement, il faut en tenir compte. Autant pour l'agriculture intelligente, autant pour l'e-agriculture. C'est-à-dire une agriculture qui tienne compte des nouvelles technologies de l'information et de la communication. D'accord. Alors, maintenant, nous parcheminons tout doucement vers la fin de cette émission. Alors, quels sont vous? Vous êtes docteur. J'ai dit vous étiez professeur Pamphile Nguema Ndoutouma, maître de conférences en sciences agronomiques et ingénierie biologique. D'accord? Donc, vous êtes véritablement un spécialiste, un chercheur. Alors, quelles sont les solutions que vous préconisez en tant qu'expert dans le domaine et qui pourront justement aider l'État à assurer un essor véritable de l'agriculture au Gabon? Alors, je pense que si le Gabon veut vraiment accélérer sa croissance économique et agricole, il y a trois critères ou trois facteurs importants de départ. Il y a d'abord la redistribution des terres arables aux paysans. Parce qu'il se pose, sans que les gens le sachent, un problème de terre au Gabon en ce moment. Ces terres, je ne vous apprends rien. Vous et moi avons suivi dans les réseaux sociaux ce qui se passe derrière Bertéjean, à quelques kilomètres d'ici. Le ministre de l'Habitat y était. Alors, il faut redistribuer les terres arabes aux gens, aux nationaux.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut intégrer des unités de formation agricole dans l'enseignement secondaire. Et on peut concevoir des programmes pour cela. Et pire encore, dans les établissements secondaires qui se trouvent dans des zones reculées. Surtout qu'on a SGVBT. Hein? Tout à fait, oui. SVBT. Tout à fait, oui. Et la troisième chose, c'est qu'il faut qu'on applique des lois de protection de la propriété foncière. Et du coup, je vais vous dire, par rapport à votre question, comment faire pour que l'on sorte de l'impasse actuelle? À mon avis, il faut une législation foncière souple. Souple ne veut pas dire manque de sévérité ou de rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire? Souple veut dire donner un accès facile avec des critères assez clairs et facilement atteignables aux gens pour accéder à la terre. Parce que c'est le facteur numéro 1, la terre. La deuxième chose, c'est qu'il faut pratiquer des prix encourageants aux paysans. Vous êtes sans ignorer que si beaucoup de planteurs ont abandonné le cacao, la culture du cacaoyer, c'est parce qu'à un moment donné, ils avaient dépréciation des prix. Que les prix avaient tellement baissé. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 5 000 francs le kilo de cacao au Cameroun voisin des producteurs du Nord. Est-ce que vous voyez le dilemme dans lequel vous mettez le producteur gabonais lorsqu'il sait que son cacao, on va l'acheter à 1 000 francs le kilo, alors que juste à côté, il peut le vendre à 5 000? Donc, il faut une politique de prix encourageante. La troisième chose, c'est qu'il faut un système de commercialisation efficace. Et ça existe. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut organiser les paysans, soit sous forme de coopératives, ou alors de ce qu'on appelle des organisations paysannes. Et puis, regrouper les ventes. Et il faut inculquer cette culture aux paysans. On sait qu'on a des problèmes sociologiques assez particuliers entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, et le centre pour regrouper les gens. Mais au moins, faisons-le déjà là où il ne se pose pas de barrières sociologiques. Et on va arriver à quelque chose. Il faut également permettre aux paysans de disposer des intrants agricoles à moindre prix. Il faut que le paysan qui est à Morimatsengi, du côté de Fugamo, ou celui qui est à Yuga, du côté de Franceville, tout comme celui qui est à Mayoké, soit capable de rentrer en possession des intrants agricoles les plus élémentaires, l'engrais, les pesticides, le petit outillage agricole, dont les pelles, les roues, les brouettes, les tronçonneuses, quelque chose d'adapté qu'il peut utiliser. L'autre recommandation que je ferais, c'est une technologie appropriée pour ces paysans-là. Parce que ce que nous avons vu en tout, ce n'est pas le paysan qui va utiliser ce genre d'engin. Le paysan peut par contre utiliser des motoculteurs, c'est-à-dire des outils beaucoup plus malléables et qui sont pratiques. Il n'y a qu'à regarder l'agriculture en Asie du Sud-Est, du côté de la Chine. Bien sûr. Comment cela se passe. C'est un bel exemple. Oui. Et puis, nous l'avons dit déjà, la formation. La formation et l'encadrement des paysans, des producteurs. Parce que l'équilibre chez les paysans est difficile à maintenir. Si vous arrivez aujourd'hui, vous lui donnez une orientation, si vous ne revenez plus, il va abandonner cette orientation pour rester dans son état du départ. Et c'est regrettable. Ouais. L'autre consigne que l'on peut donner, c'est la simplification de l'accès au financement des paysans. Il faut créer quelque chose avec les microcrédits, avec des microfinances qui existent, et même avec nos banques traditionnelles. Il faut mettre des mécanismes en place pour pouvoir accorder des crédits aux uns et aux autres, mettre des garanties, des garde-fous, des garanties que l'État peut assumer. Les taux sont très élevés dans nos banques traditionnelles. Pour permettre aux gens de disposer, parce que tout investissement a besoin de moyens financiers au départ. C'est ça qui va conditionner tout le reste. Donc, à ce point-là, l'avant-dernier point que je pourrais développer avec vous, c'est l'organisation des filières. Parce qu'au Gabon, en dehors des complexes agro-industriels qui ont plus ou moins des filières, mais on n'en a pas. La filière porcine, on ne la connaît pas très bien. La filière maïs, on ne la maîtrise pas. Et quand je dis filière, on parle de la production du matériel végétal jusqu'à la consommation. C'est-à-dire, on part de la fourche à la fourchette. Toutes les étapes qu'il y a entre les deux. Et à chaque étape correspond également
une plus-value. D'accord. La production de matériel végétal, la production, la commercialisation, la transformation, le transport, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout cela permet de rehausser la production du pays. Voilà vraiment, madame, en quelques mots, ce que nous pouvons dire pour conseiller l'État à redynamiser le secteur et à penser à un essor éventuel de notre agriculture. Alors, avant de boucler notre émission, une question sur la coopération. Alors, parmi les solutions, où placez-vous la coopération qui peut quand même, pas qui peut, où placez-vous la coopération pour financer la politique agricole du Gabon? D'abord, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est correct que le Gabon aille chaque fois sur le marché international, le marché financier, j'entends, lever des fonds pour pouvoir financer son agriculture alors que nous avons autant de richesses? Oui, il est tout à fait normal que l'on parte pour la levée des fonds. Le commun des Gabonais ne le comprend pas. Oui. C'est la raison pour laquelle je vous pose la question, Oui. vous en tant qu'expert. Oui, je vous comprends. La levée de fonds est une nécessité absolue pour l'État, et surtout pour la réalisation de grands projets. Je vais vous prendre l'exemple de VEGAB, la Société de développement de l'agriculture au Gabon. On a dû faire appel à la BDAC, Banque de développement de l'État d'Afrique centrale. On a fait appel à la BAD, la Banque africaine de développement, parce que ces structures sont là pour des gros investissements. Donc, le fait que l'État aille lever des fonds à l'extérieur est important. Et maintenant, il faut s'orienter vers une coopération bilatérale ou multilatérale qui va permettre, en fait, de disposer des moyens, mais seulement il faut que ça soit toujours dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, pour que le Gabon trouve son compte et pour que les autres qui sont impliqués, les autres partenaires, ils trouvent leur compte. Ça, c'est la condition sine qua non pour que l'on puisse à nouveau aller vers des bailleurs internationaux. Mais lorsque nous allons lever ces fonds, on ne voit même pas les résultats. C'est ça le drame. On va lever des fonds parce qu'en levant des fonds, c'est une dette qu'on contracte. Nous devons rembourser. Mais on rembourse avec quoi si nous ne sommes pas capables d'investir rationnellement ces fonds et pour optimiser le capital d'investissement? Comment on fait? C'est quand même terrible. Vous revenez quasiment à la question de départ. En fait, c'est une question de gestion. Et il faut mettre des mécanismes en place. Et puis, mais ce sont ceux qui mettent les mécanismes en place qui sont justement les premiers à bafouer les règles d'orthodoxie financière. Mais rassurez-vous, ça, toute chose a une durée de vie dans la vie. Ils vont le faire jusqu'à un certain temps, pendant un certain temps. Mais arrivé à un moment, ils vont tous être coincés. D'accord. Alors, dernière question. Pensez-vous que le Gabon serait en mesure de rembourser toutes ses dettes lorsqu'il n'est pas capable justement d'investir? Et comment, et dans le même temps, cherche aussi à développer le secteur? C'est quand même une équation assez compliquée pour résoudre. Oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué, là. C'est très compliqué. Vous devez rembourser une dette. Et vous voulez développer l'activité pour laquelle vous avez contracté la dette. Mais en même temps, l'argent qui a été emprunté est désorienté. Comment on fait? C'est compliqué, là. Comment on fait? C'est compliqué, mais ce qu'il faut faire, c'est il faut d'abord diversifier les partenaires. Deux, il faut mettre des clauses, des mesures en place pour éviter le gâchis. Le Gabon est potentiellement riche. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut faire face aux contraintes liées à l'endettement, jusqu'à un certain niveau, évidemment. Et donc, on est capable à la fois de s'endetter, d'investir, pour donner un coup de fouet à l'agriculture. À condition qu'il n'y ait plus de gabegie ni de détournement. À condition qu'on mette en place des mesures efficaces de contrôle des finances. Voilà. Et qu'on mette à la place qu'il faut. Les hommes qu'il faut. Bien, voilà. C'est ça. Voilà. Merci, professeur. Nous sommes là à la fin de cette émission. Ça passe très vite. Vous voulez dire un mot? Juste vous remercier, Madame Ndangema Janice. Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion-là de m'exprimer sur notre agriculture. Hein. Et la question intéresse tout le monde, jusqu'au chef de l'État, et de me permettre de formuler quelque chose, quelques pistes de solutions
pour un meilleur avenir agricole pour notre pays, le Gabon que nous aimons tous. Je vous remercie. Ok, merci aussi à vous pour toutes ces explications que vous avez données, cette lanterne que vous allumez dans le secteur pour qu'on essaie de voir mieux. Mais je pense que nous reviendrons sur ce plateau pour aborder l'autre partie de l'agriculture, notamment avec les complexes agro-industriels mis en place par l'État et qui ont failli royalement. Eh bien, à vous aussi, chers téléspectateurs, merci pour votre aimable attention. On se retrouve mardi prochain à 21h. Mais déjà, n'oubliez pas, demain, rediffusion de cette émission à 10h. Au revoir.